Quelque part en France, il y a probablement encore une Peugeot 504 qui transporte des légumes sur une piste en terre en ce moment même, tournant comme il y a 40 ans. Quelques rues plus loin, quelqu'un est assis dans son allée à essayer d'éteindre un nouveau témoin d'alerte sur le tableau de bord d'une Peugeot moderne. Les deux portent le lion sur le capot. Alors, comment une même marque finit-elle par construire des voitures qui refusent de mourir et des voitures dont les propriétaires ont peur d'acheter? Parce que chaque constructeur français porte une faiblesse cachée. Pas un mauvais modèle, pas un mauvais moteur. Une erreur qui revient génération après génération sous un déguisement différent à chaque fois. Dans cette série, nous explorons le talon d'Achille derrière chaque constructeur français. Aujourd'hui, c'est Peugeot. Nous avons déjà fait Renault. Vous pouvez cliquer à la fin de cet écran ou dans la description de la vidéo, puis nous explorerons Citroën et peut-être Dacia. Chaque constructeur a des mauvais moteurs. Ce n'est pas de ça que parle cette série. Parce que chaque marque française porte le même paradoxe, du génie et une faille cachée. Voici l'épisode 2, Peugeot. Chapitre 1, le génie Peugeot. D'abord, la 205 GTI de 1984. C'est par là qu'il faut commencer, parce que c'est la voiture qui a fait que le reste de l'Europe a commencé à regarder. Peugeot a pris une petite hatchback et lui a donné une géométrie de suspension si précise que les journalistes de l'époque la plaçaient devant la Golf GTI, la voiture que tout le monde était censé poursuivre. Le poids de la direction, la façon dont l'arrière pivotait dans le virage, rien de tout ça n'arrive par accident. C'est un réglage de châssis fait par des gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient que la voiture ressente avant même de couper le métal. Puis, vous avez la 405 en 1987 et la 406 en 1995, et Peugeot fait quelque chose d'encore plus difficile que de construire une hot hatch. Elle construit une berline familiale de taille moyenne qui roule comme si elle coûtait 2 fois plus cher. Assez confortable pour 5 heures de route, assez équilibré pour que les journalistes continuent de louer le châssis longtemps après que le style ait vieilli. C'est la formule, confort et contrôle, qui vivent dans la même voiture sans se combattre. Remontez encore et vous trouvez la 504, une voiture construite pour des routes qui détruiraient la plupart des berlines européennes. Les pistes de terre d'Afrique, la chaleur extrême, zéro accès aux pièces de rechange pendant des centaines de kilomètres, et la 504 continuait de rouler. Simplicité et robuste, construite pour survivre à des conditions que la plupart des constructeurs n'ont même jamais testées. Sous le capot de beaucoup de ces voitures, vous trouverez la famille des diesels XUD. Bloc en fonte, logique de courroie de distribution simple et une réputation d'être presque impossible à tuer. Les flottes de taxis ont fait tourner ces moteurs au-delà de 400 000 km, pas parce que Peugeot a eu de la chance, mais parce que le moteur était construit assez simplement pour qu'il n'y ait pas grand-chose à casser. Et quand Peugeot a amené le HDI à la fin des années 1990, injection Common Rail sur une plateforme diesel, elle ne suivait pas l'industrie automobile française. Elle était devant. Tout le monde a rattrapé ce que Peugeot faisait déjà. Vous voulez une preuve que ce n'était pas de la théorie ? Regardez le rallye Groupe B. La 205 T16 domine les graviers à asphalte face à des constructeurs avec des budgets plus gros et des noms plus grands. C'est une crédibilité d'ingénierie gagnée dans la boue, des années avant que tout cela n'arrive dans un showroom. C'est pour ça que les passionnés parlent de ces voitures comme d'un membre de la famille, pas comme d'un moyen de transport. Vous n'entendez pas quelqu'un parler de sa vieille 405 comme on parle d'un frigo. Vous l'entendez en parler comme on parlerait d'un vieux chien qui ne vous a jamais laissé tomber. Et ce qui reliait tout ça, la GTI, la 405, la 504, le XUD, ce n'était pas de la chance. C'était une philosophie. Plus léger, plus simple, plus efficace. Toute la formule en 3 mots. Voiture plus légère, emballage plus intelligent, moteur plus efficace, moins de carburant brûlé, dynamique plus tranchante. L'obsession sous tout ça était simple aussi. Résoudre le problème avec moins de matière, moins de poids, moins de gaspillage, pas plus de matériel ajouté pour compenser une conception de base faible. Et voici la chose. Cette philosophie a fonctionné magnifiquement quand la technologie était assez simple pour correspondre à l'ambition. La 205 le prouve, le XUD le prouve. Système simple, construit avec une vraie intention, qui tiennent pendant des décennies. Mais ironiquement, c'est exactement là que la faille cachée commence.
Chapitre 2, l'erreur cachée. Voici où le documentaire bascule. C'est le même schéma à chaque fois. Une fois que vous le voyez, vous le repérez dans chaque génération de Peugeot qui est venue après celle dont nous venons de parler. Ce n'est pas un mauvais moteur ou une année malchanceuse, c'est la même erreur, qui porte une nouvelle tenue à chaque fois. Commencez avec le 3 cylindres PureTech, parce que c'est là que vous pouvez voir toute la chaîne commencer. Peugeot voulait une consommation plus faible, donc les moteurs sont devenus plus petits et turbo-compressés. Le PureTech étant l'exemple le plus clair. Sur le papier, c'est un beau morceau d'ingénierie. Peugeot a fait tourner la courroie de distribution dans un bain d'huile au lieu de la laisser à l'air libre, ce qui devait signifier moins de friction, moins de bruit et une courroie qui dure toute la vie du moteur. En pratique, la courroie baigne dans une huile qu'elle n'était pas conçue pour supporter sur le long terme. Elle s'allonge, elle perd de la matière et sur certaines unités précoces, elle a lâché sous 100 000 km. Mais la courroie n'est que le début. Réduisez un moteur et augmentez la pression pour compenser la puissance et vous obtenez plus de chaleur, c'est juste de la physique. Plus de chaleur signifie que le système de refroidissement et le thermostat doivent travailler plus dur et qu'ils n'ont pas été conçus pour le faire. Et les propriétaires voient des pertes de liquide de refroidissement et des contraintes sur le joint de culasse apparaître plutôt que sur les anciens moteurs atmosphériques. En même temps, les normes d'émission Euro ont ajouté leur propre poids sur le même moteur. Système AdBlue, filtre à particules, vannes EGR, tout cela boulonné sur un bloc plus petit qui n'était jamais conçu pour porter autant de matériel supplémentaire. Ces systèmes doivent être surveillés, donc ils ont besoin de capteurs, des capteurs qui suivent la température des gaz d'échappement, les niveaux de suie du filtre, la qualité de l'AdBlue. Et les capteurs ont besoin de quelque chose à qui parler, donc le nombre de calculateurs augmente, en plus de ceux qui gèrent déjà le confort, la sécurité, la climatisation, les capteurs de stationnement, l'aide au maintien dans la voie. Maintenant, vous avez plus de modules que la 405 n'aurait jamais rêvé d'emporter. Tous câblés ensemble, et plus de câblage signifie plus d'endroits où un signal peut se perdre. C'est pour ça que certains propriétaires de 3008, de 5008, des modèles 308 plus récents rapportent la même chose. Un témoin d'alerte s'allume sans raison claire, s'éteint tout seul, et personne ne peut identifier lequel des dizaines de systèmes l'a réellement déclenché. Une connexion lâche, un capteur qui dérive, et ça peut parfois allumer 5 alertes qui pointent toutes dans des directions différentes. Même la suspension est entraînée dedans. La géométrie sur laquelle Peugeot a construit sa réputation est toujours là sur le papier, mais tout ce matériel supplémentaire, capteurs, câblage, isolation phonique, ajoute du poids à la voiture, et ce poids fatigue les silent blocks et les amortisseurs plus vite qu'avant. Le génie du châssis est toujours dans le plan. Il travaille juste contre une voiture plus lourde qu'il n'était conçu pour supporter. C'est une conséquence, pas une coïncidence. Donc soyons clairs sur ce que c'est réellement. Ce n'est pas Peugeot construit de mauvaises voitures, ce n'est pas l'histoire ici. C'est le même piège qui ressurgit, génération après génération, la pression pour innover tout en réduisant les coûts, système par système. Et la chaîne est simple une fois que vous la voyez. Moteur plus léger, plus de pression, plus de matériel d'émission boulonné pour compenser, plus d'électronique pour tout gérer, plus de points de défaillance empilés les uns sur les autres. C'est une séquence, pas une coïncidence. Chapitre 3. Achetez une Peugeot aujourd'hui. Une fois que vous comprenez cette faiblesse, acheter une Peugeot d'occasion cesse d'être un jeu de devinettes. Vous savez exactement sur quoi mettre les mains avant de signer quoi que ce soit. Commencez par l'historique d'entretien. Sur n'importe quel Peugeot avec un turbo ou une boîte à double embrayage, les dossiers complets comptent plus que le chiffre sur le compteur. Une voiture à faible kilométrage sans papier est un plus grand risque qu'une voiture à fort kilométrage qui a été entretenue régulièrement à chaque fois. Connaissez aussi vos familles de moteurs. Les diesels XUD et HDI ont gagné leur confiance sur des décennies d'usage réel. Les 3 cylindres PureTech modernes ne l'ont pas encore gagné et ils ont besoin d'un vrai examen, surtout autour de cette courroie de distribution. Si vous regardez un PureTech 208 ou 308 précoce sans documentation, ou n'importe quelle voiture à boîte automatique avec des trous dans son historique, il vaut peut-être mieux passer son chemin ou prévoir des ennuis. Mais une 205 GTI, une 405 ou 406 avec moteur XUD ou un diesel HDI bien documenté, celles-là, vous pouvez souvent les acheter en confiance. Voici la partie qui vaut la peine d'être retenue. Sur beaucoup de ces voitures, la mécanique survivra à tout ce qui est construit autour. L'électronique, non. À vérifier avant d'acheter.
Liste rapide, et vous verrez ce même format clôturer chaque épisode de cette série. Moteur PureTech, vérifiez d'abord l'historique de la courroie de distribution. C'est le premier point de défaillance, point final. Diesel HDI, demandez l'historique du FAP. Les cycles de régénération et les relevés de nettoyage vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir. 205 et 405 plus anciennes. Vérifiez la corrosion et les composants de suspension usés. La rouille et les silent blocks fatigués sont le vrai risque sur celle-là. 3008 et modèles similaires, testez chaque module électronique avant de signer. C'est là que vivent les Gremlins. Conclusion. Peugeot n'a jamais manqué de brillants ingénieurs. Ce n'était jamais le problème, et ça ne l'est toujours pas. Le vrai problème est ce genre de mécanisme que nous venons de parcourir. Une ingénierie brillante compressée par la pression industrielle, les réductions de coûts des fournisseurs et les exigences réglementaires qui continuaient à s'empiler les unes sur les autres. Peugeot n'a jamais oublié comment concevoir une grande voiture. Elle a oublié que la possession fait aussi partie de l'ingénierie. Pendant 30 ans, Peugeot a essayé de rendre ses voitures plus intelligentes. Le problème, c'est que certaines sont devenues plus compliquées que les gens qui les possèdent. Teaser de fin, prochain épisode, nous restons en France mais nous changeons complètement de direction. Peugeot a essayé de simplifier l'automobile, Citroën a essayé de la réinventer. Abonnez-vous si vous voulez la série complète, une faille par marque, à chaque épisode. Et dites-nous en commentaire, en quel Peugeot placeriez-vous votre confiance avec 200 000 km au compteur ?